Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser la politique de M. Macron au cours de son dernier quinquennat et même avant. En effet, les différents revirements, le en même temps, brouillent en réalité la ligne directrice de la politique stratégique de la France en termes d'économie, mais aussi en termes d'agriculture, d'énergie, ce qui conduit les entreprises à ne plus avoir de boussole, les paysans à ne plus savoir quoi faire, et la France de tomber dans l'abîme. Et oui, maintenant, les Français, les Françaises, les entreprises, les agriculteurs rament. Et pourtant, ils ne sont pas pêcheurs. Depuis l'annonce surprise par Emmanuel Macron le samedi 24 février 2024 de l'instauration de prix planchers pour protéger les revenus des agriculteurs, lâchée depuis le salon de l'agriculture lors d'une rencontre houleuse avec les syndicats, tandis qu'au pied de l'escalier menant à la salle où le chef de l'État s'était retranché, les agriculteurs en colère l'attendaient avec une once à eau, les ministres chargés du dossier pataugent dans la semoule. Pressé de questions, Bercy comme l'agriculture se perdent en explications incompréhensibles. Comment se reconstituer ces prix forcément différents selon les territoires, les exploitations? Comment éviter de faire exploser les importations? Le marché commun interdisant les taxes à l'intérieur de l'Europe et de tirer les prix vers le bas. Quid des exportations? Pas un économiste académique n'a été consulté ni à AgriParisTech ni à l'INRAE. S'étonne l'agroéconomiste Jean-Marie Cénroni, sidéré de la légèreté avec laquelle le président a sorti cette idée du chapeau. Le président nous a donné 2 semaines pour trouver un schéma qui tienne la route, s'affole une petite main du ministère de l'Agriculture, dont les équipes, comme celle de Matignon, ont travaillé d'arrache-pied pour résoudre la crise. Car en réalité, Emmanuel Macron n'a lui-même pas la moindre idée de la forme de ces prix planchers, qui ressemblent furieusement à des prix administrés pourraient prendre. Acculé par la crise provoquée par la perspective d'un nouveau grand débat façon convention citoyenne, alors que les paysans attendaient du président qu'il leur donne un cap et sa vision pour les 10 années à venir, il a voulu s'en sortir en faisant diversion, analyse l'un de ses interlocuteurs réguliers, en donnant une sucrerie aux syndicats les plus turbulents. La coordination rurale a eu le recensement des fermes en difficulté et la Confédération paysanne les fameux prix planchers poussés par LFI. Cela va occuper des groupes de travail et calmer les esprits le temps que l'élection européenne se passe. Cynisme ou espoir sincère de renverser la table, on ne sait jamais avec le président s'il fait un coup de politique ou s'il croit vraiment pouvoir plier le réel à sa volonté, glisse un conseiller d'un ton légèrement résigné. Un système est peut-être possible avec la filière bovine, que la loi Egalim 2 autorise déjà à expérimenter des prix planchers, mais elle ne s'en saisit pas. Seule certitude, une promesse lancée trop vite fera des déçus, car le réel, bête retorse, ne plie jamais. Et Emmanuel Macron, enfermé dans une toile théorique tissée par des conseillers sans expérience du terrain, a tendance, sur un nombre croissant de sujets, à le prendre en frontal. Ce tourbillon programmatique est le dernier d'une longue série de revirements stratégiques sur l'agriculture, dossier sur lequel Emmanuel Macron, depuis 2017, n'a cessé de souffler le chaud et le froid, comme dans tous les domaines de notre économie. Comme ceux de l'énergie aussi, du logement ou de la transition écologique. Plus personne ne comprend sa politique, soupire l'économiste Erwan Tisson, directeur d'études de l'Institut Sapiens. Quelle est la ligne directrice d'Emmanuel Macron? Celle du candidat de 2017, de la période Covid, du quoi qu'il en coûte? Celle du président qui, depuis la guerre en Ukraine, promet la souveraineté mais sans la définir? On a souvent le sentiment qu'il répond à la dictature de l'instant pour en récolter un gain politique, mais sans évaluer ce que ces décisions vont donner. Élu son réel programme en 2017, le jeune ministre de l'économie reprend la ligne suivie par son prédécesseur et recrute
pour s'occuper d'agriculture, d'énergie et d'environnement dans les cabinets de Transfus 2ELV, Pascal Canfin et Ségolène Royal. Nicolas Hulot, qui appelle alors à libérer la société des diktats d'un monde de production ou de consommation contaminé par l'illusion de la croissance, le rejoint. C'est le temps des espoirs. Le champion du climat va rendre la planète green again. Ces mots d'ordre sont sobriété, transition, révolution et croissance verte. Et les totems sont dressés au grand bonheur des ONG sans la moindre étude d'impact. La France sortira du glyphosate, même si l'Europe ne le suit pas. Elle interdira les insecticides néonicotinoïdes, quoi qu'il en coûte, et la vente des passoires thermiques, même si l'Europe ne le demande pas. Elle rendra contraignant l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, et même si le pays a besoin de plus en plus de production d'électricité pour décarboner son économie, admet-il en 2018 dans un discours qui fera date, il fermera quand même 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Je m'y engage. Le fracas des applaudissements des ONG décroissantes, poussés par son entourage, étouffe les premières critiques. Comme en octobre 2017 à Rungis, lorsque le président dessine devant les agriculteurs sa vision pour l'avenir. Le virage écologique doit être accéléré et pour garantir les prix concrets aux paysans, qu'ils soient corrects, Emmanuel Macron milite pour un changement de modèle axé sur la montée en gamme, la montée du bio. La décroissance agricole est alors assumée. Il faudra arrêter des productions, qu'il s'agisse de la volaille ou du porc, qu'ils font que nous allons lancer la concurrence sur les marchés internationaux face à des pays contre lesquels nous ne pouvons rien et nous ne pourrons rien, lance-t-il. Quelle catastrophe dans ce discours. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reprennent autant de nos positions, s'émerveille alors sur le site Reporter l'ex-membre de la Confédération paysanne Nicolas Giraud, devenu l'un des leaders du mouvement ultra-radical des soulèvements de la terre, un mouvement créé, ironie de l'histoire, par les anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes, devant lesquels Emmanuel Macron cédera dès le début de son quinquennat. 6 ans plus tard, le bilan est douloureux. Les agriculteurs français, toujours plombés de charges et constamment soumis à de nouvelles normes, avec par exemple les prélèvements d'eau, avec les IOTA, les installations, ouvrages, travaux et activités liés à la loi sur l'eau, se sont concentrés sur des marchés de niche de haute qualité, mais ils ont perdu les marchés de masse avalés par les importations étrangères aux normes environnementales moins élevées. Les importations de fruits, de légumes, de poulets s'envolent, des vergers sont arrachés, les cheptels s'amenuisent, poulaillers et abattoirs ferment. Les Français, dont le pouvoir d'achat stagne, n'ont pas les moyens de s'adapter à cette nouvelle offre. Les lois Egalim permettent pour les agriculteurs concernés d'atténuer le choc et de compenser l'absence de réformes de fonds sur la compétitivité des fermes. Mais la crise du Covid puis la guerre en Ukraine font voler en éclats le fragile équilibre. Face à la réalité de l'inflation et du risque d'affaissement de la ferme France, Emmanuel Macron vire à nouveau de bord. La souveraineté alimentaire devient son nouveau mantra. Il promet d'en finir avec les surtranspositions des normes environnementales, encourage à produire, à construire des retenues d'eau incroyables. En 2022, il lance de nouvelles grandes concertations. Des groupes de travail se réunissent pendant des mois impliquant professionnels, filières, ONG pour écrire une grande loi qui va tout changer. Mais sur le terrain, les agriculteurs ne voient rien venir et bataillent toujours avec l'administration, avec des normes, des dossiers énormes à rédiger. Il faut être énarque désormais pour devenir agriculteur. La loi est reportée et Emmanuel Macron, lui, est déjà ailleurs, promettant 2 ans après la fermeture d'une centrale de Fessenheim en parfait état de marche la construction de 6 EPR alors qu'il avait dit qu'il allait en fermer 14. Des centaines de gigawatts d'éolien maritime et du solaire, sans qu'on sache où ils seront construits et surtout comment ils seront financés.
La politique menée est totalement instable et la rationalité des décisions devient de plus en plus difficile à saisir. Confier un professionnel du logement excédé des revirements incessants de l'exécutif sur un autre dossier majeur en passe de dégénérer, prévient-il, en profonde crise politique. Élu sur la promesse en 2017 de résoudre la crise du mal-logement en sortant en 6 mois tous les SDF de la rue, le président mise sur un choc de l'offre, puis il dénonce les rentes immobilières et met en place l'IFI. En même temps, il inonde de normes un secteur pesant 25% des émissions de gaz à effet de serre du pays. 4 lois seront votées depuis 2019 pour se passer des énergies fossiles, inciter à la rénovation thermique ou ne plus artificialiser les sols. Sur le papier, le plan est parfait, mais sur le terrain, les acteurs dénoncent une politique incohérente, illisible, et la machine se grippe. Entre 2016 et 2023, la construction de logements plonge de 32%. Et le pire est à venir. La loi énergie-climat organise la sortie du marché de 4,8 millions de logements d'ici à 2028, désignés comme des passoires thermiques, selon une méthodologie aberrante conçue par l'ADEME, pénalisant fortement le chauffage électrique. Le DPE ne sanctionne pas les émissions de dioxyde de carbone, mais la consommation d'énergie. L'objectif est de pousser d'abord à la sobriété, qui est aussi un moyen d'atteindre les objectifs climatiques. L'évaluation du coût de cette politique représentant un effort de 182 milliards d'euros pour les ménages, selon le rapport Sichel, ne sera publiée que 2 ans après la mise en œuvre de la loi. L'inefficacité du DPE a été démontrée. Pourtant, il n'est pas remis en cause, pas plus que le rôle de ces agences fortement idéologisées qui ne seront ni démocratiques ni transparentes auxquelles l'État délègue sa politique. Un algorithme emmène le président dans le mur et aucune décision n'est prise. Pour calmer les angoisses et les frondes, le président multiplie les cénacles de discussion, grands débats et ses cahiers de doléances, conventions citoyennes, Conseil national de la rénovation, États généraux, aux résultats souvent décevants mais terrain propice à l'expression des positions les plus radicales, débattues jusqu'à l'ivresse, occupant l'espace médiatique à la recherche d'un impossible en même temps, jusqu'à ce que le réel plie. J'espère que cette analyse vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.